Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour la fin de ce chapitre qui consiste en une analyse plutôt géographique de l'épidémie de Covid-19. Et une fois que vous aurez écouté, pris en note ce chapitre-là et que vous m'aurez envoyé la photo, donc on enchaînera sur quelque chose d'un peu différent. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors, il nous reste une dernière chose à faire, le grand 3 donc. On a vu un peu une pandémie qui révèle les inégalités, on a vu quel était le lien entre les activités humaines et l'émergence, la diffusion de cette pandémie. Il nous reste à aborder un peu les conséquences qu'a eu cette épidémie de Covid-19 et on va commencer par les conséquences de court terme, notamment les mobilités qu'il y a eu, tous les mouvements de population qui ont eu lieu au début de l'épidémie. En effet, une fois qu'on a annoncé la fermeture des frontières et les mesures de confinement, on a assisté à des mouvements massifs de population. C'est un petit peu, si vous voulez, comme quand il y a une guerre. Quand il y a une guerre, on a beaucoup de gens qui vont changer d'endroit. Et donc là, ça concerne beaucoup plus de gens. On n'a jamais eu un mouvement d'une telle ampleur à l'échelle mondiale. Alors, si on essaie de les classer, on peut en gros avoir deux types de mobilité. La première, ce serait les mobilités, j'ai fait une faute de frappe, hein, mobilité au pluriel, internes au pays. Donc, c'est-à-dire les gens qui vont bouger à l'intérieur d'un seul pays, donc en France, aux États-Unis, mais sans changer de pays. Alors, premier type de mobilité interne, ça va être les habitants, une partie des habitants des grandes métropoles qui ont cherché à quitter la ville. On en a parlé dans un cours précédent avec le cas des Parisiens qui sont allés en province, mais ça concerne aussi New York, Milan, Istanbul, enfin toute une série de très grandes villes à l'échelle mondiale. Si on reprend le cas de la France, je vous mets ici une carte qui vous présente le nombre total de nuitées, c'est-à-dire en gros le nombre de gens qui passent la nuit dans un département avant et après le début du confinement, donc qui compare les deux. Donc plus on est en bleu, moins il y a de gens qui passent la nuit dans le département et inversement, plus on est en rouge, plus il y a de gens qui passent la nuit ici. Or, ce qu'on remarque assez nettement sur la carte, c'est que notamment ici, vous avez Paris, le Grand Paris, qui globalement s'est un peu vidé, comme on l'a vu dans le cours précédent, et également les stations de ski, la montagne, pour une raison simple, c'est que comme il y a plus de touristes, et ben, il y a beaucoup moins de gens, et en plus les gens qui y travaillent n'ont pas toujours quelque chose à faire. Et où se rendent-ils? Et ben, en fait, on le voit un petit peu sur cette carte, il y a des départements qui gagnent, donc on peut se dire que c'est ceux-là, et on peut voir une autre carte pour comparer. Ici, c'est uniquement sur les Parisiens. On voit dans les départements en rouge, c'est le nombre de Parisiens qui sont, le nombre de nuits en plus passées par des Parisiens dans les départements qui sont en rouge. En fait, ça nous montre cette carte et vous regardez si vous comparez cette carte-là et cette carte-là, on voit bien que ça se recoupe. C'est, tous les notamment les Parisiens dans ce cas-là, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres populations et à d'autres pays, qui vont rejoindre leur résidence secondaire, en fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un appartement à Paris et qui ont une maison ailleurs. Et bah, on voit par exemple la Normandie est assez populaire de ce point de vue-là. Donc, c'est que les Parisiens sont allés dormir, passer le confinement dans leur résidence secondaire. Et vous remarquerez que les deux cartes se recoupent assez bien, notamment la Normandie et puis certains départements du bord de mer également. Donc ici, on parle d'un cas de mobilité choisie, c'est-à-dire que c'est pour se protéger ou pour avoir des meilleures conditions de confinement que l'on va décider de bouger. C'était le premier type de mobilité interne au pays. Il y a un deuxième type de mobilité à l'interne au pays, ça va être les mobilités qui sont contraintes. Et on n'a pas vraiment le choix. Là, on peut prendre l'exemple de l'Inde. En Inde, en fait, on a un phénomène assez important de gens qui vont quitter un peu leur famille et leur région d'origine pour aller travailler en ville. Ça peut durer plusieurs mois ou plusieurs années. C'est difficile à estimer, enfin à savoir exactement, mais on estime qu'il y en a entre 50 et 100 millions. Et avec l'épidémie et l'annonce du confinement, beaucoup de ces travailleurs se sont fait licencier ou ne peuvent plus travailler, en tout cas n'ont pas de revenus. Et donc, une grande partie d'entre eux essaient de revenir dans sa région d'origine. Simplement, le confinement en plus en Inde a été annoncé 4 heures avant qu'il soit mis en place. Et donc on a assisté à des scènes de migration massive. Là, je vous disais, ce genre d'image rappelle vraiment pour le coup des images qui peuvent être prises en temps de guerre. Donc ça, c'était à la gare routière de New Delhi. Mais vous avez aussi également une partie des gens qui ont décidé d'essayer de rentrer à pied. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est des marches à pied qui peuvent être de plusieurs centaines de kilomètres hein, pour certains d'entre eux. Et donc, une partie d'entre eux est mort sur la route. Il y a eu également des violences, des maltraitances de la part de la police. Et en plus, ils ont parfois dû faire demi-tour parce que quand ils sont arrivés à la frontière
entre États, l'Inde, c'est un peu comme les États-Unis. Il y a plusieurs États à l'intérieur du même État qui ont des règles un peu différentes. Et donc, les frontières entre ces différents États, en fait, entre les différentes régions, si vous voulez, ont été fermées. Si vous voulez, c'est un peu comme si en France, on avait un État qui sépare les différentes régions. Bah, vous voulez aller de ici à Reims et vous êtes bloqué à la frontière entre la région Hauts-de-France et la région Grand Est, quoi. Donc ici, des cas de mobilité massive, contrainte et qui, heu, qui ont mis les gens dans des conditions assez difficiles. Ça, c'est pour les mobilités qui sont donc internes au pays. Mais on a aussi eu un mouvement de mobilité entre les États. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont revenir dans leur pays d'origine. Ça peut être des touristes, ça peut être aussi des étudiants ou même des personnes qui sont installées de manière un peu plus permanente, mais qui ont décidé de revenir dans leur pays d'origine. Alors, on peut prendre un exemple de ça, c'est l'Australie. L'Australie est un pays où il y a énormément d'étrangers qui viennent, notamment pour travailler. Et l'Australie a connu des mouvements assez massifs, puisque sur les 1 million d'Australiens qui vivent à l'étranger, il y en a 20%, donc 200 000 à peu près, qui sont revenus. Mais également sur tous les personnes étrangères qui étaient en Australie, notamment bah, pour le travail, on en a on estime à environ 600 000 le nombre de gens qui sont repartis. Donc vous voyez quand même que ça fait une chute démographique et à peu près de 400 000 personnes. C'est une chute démographique qui est la plus importante depuis 2 siècles en fait, dans un pays qui compte beaucoup d'étrangers, donc c'est pas forcément avantageux pour eux. Donc ça, c'est des mouvements qui se sont produits de manière plus ou moins simple, mais parfois il a fallu aussi compter sur des opérations de rapatriement. Donc premier point, description de la mobilité entre États avec le cas de l'Australie. Deuxième point, parfois il a fallu compter sur des opérations de rapatriement, c'est-à-dire des vols qui sont organisés par l'État d'origine. Par exemple, la Pologne a organisé un plan qui s'appelle Vol à la maison. Elle a organisé 354 vols qui ont permis le retour de 54 000 Polonais. Alors, c'est pas toujours aussi efficace, et notamment vous avez peut-être entendu parler, du cas des Français qui se sont retrouvés coincés, au Maroc. On estime qu'il y en a à peu près 10 000 qui sont coincés en gros depuis 2 mois et qui ne peuvent pas, rentrer pour l'instant. Ils ne peuvent pas revenir en France. Donc parfois l'organisation n'est pas aussi efficace que ce qu'on vient de voir pour la Pologne. Et enfin, troisième point, il y a également des expulsions. Une mobilité qui est là encore subie, contrainte, notamment les personnes de nationalité étrangère sont sorties du pays. Par exemple, on a des Italiens qui ont été expulsés de la Tunisie ou de la Mauritanie. Donc voilà, vous voyez, il y a à la fois des mobilités à l'intérieur des États, entre les États, et à chaque fois elles peuvent être soit choisies plus ou moins, soit beaucoup plus contraintes. Donc ça, c'est la première conséquence qui s'est produite, c'est les mobilités. Deuxième conséquence, plus sur le moyen terme, c'est comment les populations ont vécu le confinement. Et tout d'abord, petit A, donc, des conditions de vie qui ont été dégradées avec le confinement. Alors, il faut d'abord commencer par bien reposer les choses, c'est que en l'absence d'un traitement ou d'un vaccin, le confinement reste la mesure la plus efficace pour lutter contre l'épidémie. Je fais juste un petit point là-dessus. Si on regarde l'Italie, là c'est le graphique du nombre de cas de Covid-19 recensés par jour. On remarque donc ça augmente beaucoup, puis ensuite ça diminue progressivement. Or, le confinement a eu lieu le 10 mars. Vous avez peut-être entendu que les symptômes mettent jusqu'à 15 jours à apparaître. Donc, il est normal que juste après le confinement, ça continue à augmenter. C'est tous les gens qui étaient déjà infectés mais qui ne le savaient pas. En revanche, pardon, si on regarde 15 jours après, donc le 25 mars, c'est-à-dire le temps maximum à peu près d'incubation de la maladie, bah, on remarque qu'à partir de cette date-là, ça n'augmente plus vraiment et ça commence à baisser. Et il y a quelques pics hein, qui reviennent de manière régulière, mais globalement, cette courbe, si elle s'est inversée, c'est grâce à la mesure de confinement. Et comme on l'a déjà vu dans un autre cours, c'est une mesure qui a été très largement adoptée à l'échelle mondiale. Cette carte du 30 mars 2020 qu'on avait déjà vue, bah, ça a été choisi pour, voilà, la plupart des pays. Donc on avait à un moment plus de la moitié de la population mondiale
qui étaient touchés. Or, cette mesure, elle a changé profondément les conditions de vie évidemment des populations avec des effets plus ou moins graves. C'est plus ou moins difficile à vivre. Et donc le premier effet évidemment, c'est la privation de liberté. Vous l'avez vécu vous-même, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de circuler, sauf à de rares exceptions, pour une durée limitée et dans un périmètre limité également. Ce qui a d'ailleurs amené certaines personnes à demander une levée du confinement au nom de libertés qui vont être individuelles, les libertés individuelles, bah, de se déplacer. Et donc il y a eu des manifestations anti-confinement, bon, ce qui est un peu paradoxal, hein, vous remarquerez, parce que normalement le but du confinement c'est d'éviter que les gens se rassemblent, mais bon, il y a eu des manifestations anti-confinement dans plusieurs pays, donc les États-Unis, mais aussi l'Allemagne, le Brésil, la Russie, le Niger et la Tunisie. Je vous mets ici une photo de manifestation aux États-Unis. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi, hein, un peu quel est l'argument. Euh, L'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'il faudrait priver l'ensemble des citoyens de leur liberté alors que le virus ne tue qu'une minorité de personnes? Et c'est notamment ce qui est un peu résumé dans la pancarte ici qu'on voit ici, hein, I prefer dangerous freedom over peaceful slavery. Donc, si on traduit, en gros, c'est je préfère une liberté dangereuse à un esclavage paisible. Alors, c'est un argument qui est quand même un petit peu cynique, hein, puisque, il faut choisir entre une privation de liberté et le fait que ça va tuer certaines personnes, mais il y a eu un mouvement comme ça pour demander, de lever le confinement. Donc ça, c'est la première conséquence, c'était la privation de liberté que, nous avons tous connue, même en France, hein, à notre échelle. Deuxième conséquence problématique, c'est la perte de revenus. Puisqu'il y a impossibilité de travailler pour une partie des gens, il y a une réduction des revenus, voire plus du tout de revenus selon les États. Puisqu'il n'y a pas toujours eu des mesures de chômage technique, chômage partiel, etc. C'est un problème pour vivre, notamment pour bah, faire ses courses, hein, pour se nourrir. Alors, dans les pays développés, ça concerne une minorité de personnes. Ça concerne, bon, par exemple, les sans-abri, mais également les étudiants. Là, je vous mets une photo, il y a une mise en place, par des associations de distribution de produits de première nécessité qui a touché plusieurs milliers d'étudiants qui n'avaient vraiment plus les moyens de s'acheter, bah, les produits de première nécessité. Ça, c'est pour les pays développés. Dans les pays qui vont être les pays en développement, ça va toucher une part plus importante de la population. Si je reprends l'exemple de l'Inde, je vous ai parlé de ces travailleurs qui changeaient de région, de lieu pour, travailler, qui ont quitté la campagne. Eux, 90 on estime que 90 de ces travailleurs ont perdu complètement leurs revenus et donc ces travailleurs-là sont complètement dépendants, des distributions de nourriture qui sont faites pour le coup par des associations, par des ONG, des organisations non gouvernementales, car l'État n'a pas encore mis en place des mesures pour s'occuper de l'ensemble de la population. Et je vous donne donc cet exemple en Inde. Les rations qui sont données pour une famille de 5 pour 10 jours, c'est 5 kilos de farine, 5 kilos de riz, 2 kilos de lentilles, 1 kilo de sel, 1 kilo de sucre, 1 litre d'huile, 100 grammes de piment, un savon et du détergent. Donc si on fait une moyenne, hein, sur la partie vraiment riz-lentilles, par exemple, ça fait 140 grammes de riz ou de lentilles par jour, tous les repas compris, hein, donc matin, midi, soir. Donc vous voyez que c'est un minimum, on va dire. Et enfin, troisième conséquence, c'est que les conditions de vie sont plus ou moins difficiles en temps de confinement, et ça dépend évidemment des conditions de vie au départ. La taille du logement, bien évidemment, est un enjeu essentiel. Je prends un exemple pour vous montrer les écarts qui existent. En haut à gauche, vous avez une photographie de la maison, enfin d'une des maisons, je ne sais pas trop, de Taylor Swift. Vous avez en bas à gauche une photo d'une île, puisque là je vous mets le témoignage d'un patron d'agence de location et de vente d'îles qui nous explique qu'en fait, ils ont eu une hausse très, 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 forte des demandes de renseignements pour acheter ou louer des îles privées puisque une partie des gens, assez riches étaient sur leur bateau, leur yacht coincés sur l'océan et donc ils voulaient avoir un endroit où atterrir en quelque sorte. Et à droite, je vous compare avec le bidonville de Dharavi en Inde où vous comprenez qu'être confiné à plusieurs dans des maisons qui font cette taille-là, ou essayer de respecter les mesures de distanciation sociale quand les rues sont, comme ça, c'est plus difficile et donc le confinement est enfin, si je vous demande de choisir si vous préférez être confiné ici ou ici, je pense que vous aurez fait votre choix assez rapidement. Alors évidemment, c'est des cas extrêmes. Le bidonville de Dharavi, il fait extrêmement chaud, les conditions d'hygiène de base étaient déjà pas terribles
au départ, mais c'est encore plus grave à cause de l'épidémie. Vous avez un seul point d'eau parfois pour plusieurs milliers de personnes, donc il n'est pas tout à fait possible de se confiner comme on le fait par exemple en France. Mais c'est aussi valable à une échelle beaucoup moins extrême, entre est-ce que vous avez une maison avec un jardin, est-ce que vous avez un appartement? Déjà rien que ça rend les choses beaucoup plus faciles si vous avez un jardin. Donc pour conclure un peu là-dessus, la période de confinement a été plus ou moins difficile selon qui vous êtes, où vous êtes. Et elle a eu donc des conséquences psychologiques qui vont varier en fonction des gens, pour le coup, pas que en fonction des conditions, hein, mais de confinement. Alors, plusieurs effets psychologiques, on peut en évoquer principalement deux. Donc, l'épidémie de Covid-19 a eu plusieurs effets psychologiques sur les personnes. Le premier, c'est la peur de la maladie, pour soi et ses proches. Et je vous mets ici les résultats, euh, donc non, j'ai oublié de le mettre, bon tant pis. Les résultats d'un sondage du début de l'épidémie, une majorité de Français sont inquiets. 6 sur 10 disent être inquiets pour eux-mêmes et 8 sur 10 disent être inquiets pour leurs proches. Alors évidemment, c'était au début de l'épidémie, ça s'est réduit, mais ça reste notamment si vous avez autour de vous des personnes fragiles, vous êtes toujours potentiellement inquiet à cause de l'épidémie, de la maladie. Deuxième effet de ce confinement, c'est les effets sur la vie en général. Ça veut dire être plus isolé, ça veut dire moins voir ses proches, moins voir, enfin avoir une vie sociale réduite, avoir une vie professionnelle perturbée, et donc ça peut créer toute une série d'effets psychologiques plus ou moins graves, une détresse psychologique, des risques de dépression. L'OMS signale que les personnes qui étaient déjà atteintes de troubles de santé mentale sont évidemment beaucoup plus fragiles encore dans ces conditions. Et en plus de tout ça, il y a également on a constaté, une augmentation des violences au sein du foyer. En France, par exemple, il y a eu une hausse, significative, des signalements faits aux forces de l'ordre pour des faits de violence conjugale pendant le confinement. Même constat pour les violences envers les enfants. Et je pense que vous comprenez, le problème, c'est que si vous êtes dans un foyer où il y a déjà des tensions et même des violences, le fait d'être confinés ensemble, risque surtout d'accentuer ces violences. Voilà pour les conséquences, à plutôt moyen terme, et on va terminer, ce sera une troisième partie qui servira un peu de conclusion, en évoquant les conséquences plutôt dans le futur, ce qui risque de se produire, sachant qu'on ne peut pas encore mesurer complètement, l'ampleur que ça va avoir. Et notamment, une des conséquences de long terme, qui se fait déjà sentir, mais qu'on va surtout sentir dans l'avenir, c'est la crise économique. En effet, l'épidémie a réduit considérablement, les activités économiques. Et donc, forcément, ça crée une crise économique dont on ne peut pas encore mesurer totalement l'ampleur, mais la production est, a complètement reculé, et donc on n'est plus en croissance, mais on est en récession. C'est-à-dire qu'on produit moins que l'année d'avant. Une récession économique, en Europe par exemple, l'Union européenne envisage une chute du PIB de 7% sur l'année 2020. D'habitude, on était ces dernières années à une moyenne, on était à 2% de croissance. Là, on envisage une chute de 7%. Pour l'instant, c'est des prévisions, hein. Comme il y a moins d'activité, ça crée également une augmentation du chômage. Je vous montre ici un graphique des demandes d'allocation chômage aux États-Unis, et on voit très 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 clairement l'impact de l'épidémie, puisqu'on avait un taux qui était relativement stable et qui a explosé d'un seul coup avec le taux de chômage en fait est passé de 3,5% à 14,7% début mai, entre le début de l'épidémie et début mai. Donc il y a une explosion du nombre de chômeurs. Et ces impacts économiques peuvent avoir des conséquences au-delà du chômage directement, c'est la menace de famine. Par exemple, l'ONU estime que le nombre de personnes qui sont en insécurité alimentaire pourrait doubler d'ici 2020, donc à cause de l'épidémie. Alors les causes sont multiples, hein, mais en gros, ce qui se passe, c'est que comme il y a une crise économique, un ralentissement de l'activité, il y a moins de marchandises, de nourriture qui sont transportées. Vous avez une partie des stocks qui sont bloqués à certains endroits dans des ports ou quoi, et donc qui sont détruits. Vous avez des pays qui décident de restreindre leurs exportations, et donc les prix augmentent. Par exemple, en Syrie, le prix de la nourriture a été multiplié par 2 à cause de l'épidémie. Or, en même temps, comme on l'a dit, les populations ont de moins en moins de revenus, et donc il y a une difficulté à se nourrir pour les populations qui sont les plus pauvres.
Voilà, donc cette crise, reste encore à venir. Il faut, on ne peut pas encore la mesurer. Il faut voir aussi comment est-ce que les gouvernements vont décider de la gérer. Mais, il va y avoir une crise économique à cause de cette épidémie. Ça, on en est sûr. Voilà donc pour finir sur l'approche géographique, comme d'habitude, vous m'envoyez une photo de vos notes et je vous transmettrai ensuite la suite. On abordera cette crise sous un dernier angle qui est celui vraiment de l'information, des médias, des différentes fake news qui ont pu être transmises pendant l'épidémie. Voilà, bon courage et bonne journée à tous.